Bonjour fidèles téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme. Une fois de plus, nous allons parler de santé. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au système digestif, plus précisément à des appareils, notamment les intestins. Et nous reviendrons notamment sur les différentes maladies liées aux intestins. Notre invité du jour, comme toujours, est le docteur Pierre Louissi. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour aux techniciens. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de ce programme. Oui, je suis vraiment ému parce que l'essentiel de la vie, c'est de savoir ce qu'on met dans notre bouche pour préserver notre santé. C'est mon leitmotiv, raison pour laquelle je fais l'effort, ou encore beaucoup d'efforts chaque temps pour pouvoir aider nos semblables à mieux protéger leur santé et vivre vraiment décemment. Et parlant effectivement de ce que l'on met dans notre bouche, docteur Pierre Louissi, nous allons parler de la digestion et nous reviendrons également sur les différentes maladies liées aux intestins et comment les éviter. Alors pour commencer d'abord, parler de la digestion. Manger, c'est bien, mais digérer est une autre étape et qui nécessite également que l'on ait les habitudes qui puissent favoriser et rendre agréable cette étape. Oui, déjà, depuis que Dieu nous a créés lui-même, il a prévu, tout en considérant que la digestion, c'est quelque chose qu'il faut absolument que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, nous n'aurons que des problèmes. Alors, il a prévu les dents pour mastiquer déjà tout ce qu'on met dans la bouche. On essaye d'écraser déjà tout ça avec les dents. Après les dents, maintenant, tout ça descend à l'estomac qui continue à écraser et en ajoutant même son acide chlorhydrique pour que cela puisse bien se ramollir. Et après l'estomac maintenant, l'estomac, les aliments se retrouvent maintenant dans l'intestin grêle, donc le petit intestin, qui normalement récupère les vitamines, les minéraux, tout ce qui peut être utile pour nourrir tout l'ensemble de notre corps, tous les organes. Bon, donc déjà à partir de là, le petit intestin fait ce travail et passe maintenant à la paroi. La paroi qui, normalement, à travers les vaisseaux sanguins, fait acheminer tous ces nutriments dans tout le système pour que nous puissions avoir une très bonne digestion. Surtout que dans la paroi, il y a le mucus qui protège la flore intestinale. Et en plus de cela, maintenant, il y a un liquide par lequel cette paroi déverse sur les aliments après avoir enlevé toutes les vitamines pour pousser ça maintenant au niveau des selles pour que nous puissions déjà évacuer. De l'organisme. Alors vous avez parlé si on peut le dire ainsi, d'appareil digestif. Oui. Et vous avez précisé, docteur Louissi, que tout commence déjà par le fait de manger. Alors, il ne suffit pas, est-ce que ce que l'on mange a un rapport avec la digestion, encore la bonne digestion? Oui, bien sûr, parce que le masticage, donc le travail des dents, est très très important, parce que si on avale quelque chose sans mâcher, vous comprendrez que les conséquences depuis l'œsophage, donc ça ne va pas être agréable. Donc les dents font déjà un très grand travail pour permettre à notre organisme de pouvoir évacuer tout ce qui peut être comme résidu après qu'on a mangé. Parce que quand les vitamines restent déjà pour nourrir le corps, le reste, ce qui ne sert plus à rien, doit être évacué. Donc la digestion, c'est quelque chose il y a beaucoup de gens qui souffrent
ici dehors par rapport aux différentes maladies liées aux intestins. Donc, c'est pour cette raison que je pense toujours qu'il est très, très nécessaire de conscientiser et aider les gens à mieux comprendre l'importance de ce qu'on mange et comment faire pour ne pas cumuler beaucoup comment dire, de poisons que nous avalons volontairement dans notre corps. Vous avez insisté sur le fait que beaucoup de gens souffrent de maladies liées aux intestins, d'où effectivement le choix de cette thématique qui concerne les maladies intestinales. Ce qui veut dire que nous allons parler de l'intestin, seulement du petit intestin. Non, on parlera des intestins, on parlera du petit et même du côlon, du gros intestin aussi, puisque c'est tout cet ensemble qui fait le travail nécessaire pour que notre digestion soit toujours meilleure. Vous savez que normalement, l'intestin, s'il faut dire simplement comme ça, est considéré comme, pour certaines personnes, ils disent même le deuxième cerveau. Pour moi, je dis souvent que c'est le premier cerveau, parce que c'est toujours grâce au bon fonctionnement des intestins que même le cerveau travaille aussi beaucoup. Parce que bien des gens ne savent pas tout par rapport à la digestion, par rapport au comportement intestinal, que certains neurones ont des effets très très favorables. Parce que quand le système est défaillant, c'est tout le corps qui en pâtit. Docteur Pierre-Dumissi, vous précisez que ce que nous mangeons est très important. Vous avez parlé des dents, mais est-ce que l'on peut manger effectivement quelque chose, un aliment, bien le mastiquer, mais au final cet aliment nous crée des problèmes au niveau de la digestion? Oui, bien sûr, puisque tout est prévu. Il faut que je peux dire, toute la trajectoire qui est prévue jusqu'à la sortie soit, comment dire, soit dans le bon fonctionnement. C'est-à-dire, il faut boire assez d'eau, parce que l'eau a sa place. Dans l'alimentation. Dans l'alimentation, l'eau a sa place. Les fruits ont leur place. Donc, en consommant, que ce soit n'importe quel aliment, et en consommant de l'eau, on aide ainsi le système digestif à beaucoup travailler. J'ai expliqué tantôt que dans la paroi, il y a la formation des muqueuses pour protéger la flore intestinale. Mais cependant, dans cette même paroi, l'eau dont je parle, cette paroi a besoin de cette eau pour pouvoir déverser sur les déchets et pour entasser tout ça au niveau du gros intestin qui progressivement sera jeté hors de notre corps au moment où on va faire les selles. Donc, l'estomac joue son rôle, l'intestin grêle joue son rôle, le gros intestin joue son rôle. Donc, on peut manger quelque chose et si on ne boit pas assez d'eau, on pourra en subir des conséquences parfois avec des coliques. Alors on retient, selon vous, on retient en tout cas qu'il y a des éléments qui ne doivent pas manquer sur la table lorsque l'on mange, à savoir l'eau. Vous avez également parlé des fruits aussi, la consommation des fruits, qui est très importante pour la digestion. Alors les gens évoquent souvent le cas du vin également, que le vin aiderait à la bonne digestion. Votre avis? Il est vrai, je ne dis pas non. Il est vrai, le vin, pour parler du vin rouge, ce n'est pas mauvais que ça. Il ne faut pas simplement exagérer, parce que quand on exagère, ça nous produit ce qu'on appelle le Parkinson. Donc, il ne faut pas exagérer. Donc, tout ce qu'on consomme, il faut consommer vraiment avec modération, surtout quand on juge que ce n'est pas dangereux pour notre santé. Donc, les fruits, le vin même en question, parce que le vin même, c'est quoi? C'est le raisin. Donc, tout ça, c'est bon pour la santé. Ok. Alors, puisqu'il faut accompagner des éléments lorsque nous mangeons, ceci pour nous aider à mieux digérer, est-ce que les problèmes de digestion concernent en fait des gens de tout âge? Puisque vous avez évoqué l'eau, très souvent on insiste pour la consommation de l'eau quand il s'agit des enfants, des nourrissons, des enfants en bas âge. Est-ce qu'effectivement les problèmes digestifs peuvent affecter les personnes de tout âge? Vous savez, la science expérimentale
fait parfois comme si peut-être ce sont eux qui ont créé le monde. Les enfants boivent l'eau. Même les enfants, au premier jour de leur naissance, on peut leur donner de l'eau à boire. Je veux dire, on peut leur mettre des gouttes dans la bouche. J'ai eu 1000 expériences. Je connais que c'est une façon de, je peux dire, de pousser, de mettre l'enfant dans une situation qui n'est pas bonne. Ce n'est pas le lait maternel seulement qui doit et permettre à l'enfant d'avoir... Pourtant, les médecins, effectivement, interdisent la consommation de l'eau aux enfants de moins de 6 mois. Non, c'est dangereux. Disant que de le lait a une quantité d'eau importante dont ils ont besoin. Non, ça c'est pour eux. Moi, dans le monde naturel, je sais que chez moi-même, tous mes enfants commencent à boire. Même dès qu'ils sortent de l'hôpital, on les donne déjà des cuillères à café, d'eau à boire à chaque moment. Et ça les fait du bien. Je n'ai jamais connu des problèmes. Donc, je ne peux pas directement constater que quelqu'un a dit il faut attendre 6 mois de l'eau à l'enfant. Non, c'est très dangereux. Je pense que ça peut, à cause de la formation des organes, on peut avoir une défaillance au niveau de la formation des organes parce que tous ces organes-là ont besoin de l'eau pour mieux fonctionner. Alors, est-ce qu'il y a des aliments que vous déconseillerez en tant que naturopathe aux personnes pour éviter d'avoir des problèmes de digestion plus tard? Oui, vous savez, en ce qui concerne les aliments qui peuvent nuire à la digestion, il faut déjà comprendre que, par exemple, nous entrons dans le blé, dans le pain, par exemple. Oui. Si on consomme de trop, plus vous consommez, plus ça crée des sécheresses au niveau des intestins. Ça crée ce qu'on appelle la sécheresse. Et cette sécheresse-là deviendra une constipation. Il y a le pain. Mais je précise toujours que, même si je parle du pain, si vous buvez assez d'eau, ça peut réparer plein de choses. Parce que la présence de l'eau dans notre organisme est très très importante. Parce que si je vous dis, les reins ont besoin de l'eau. Si vous n'avez pas vous ne buvez pas de l'eau, les reins vont récupérer même les déchets d'eau qui pouvaient être utiles pour les selles. Parce que les reins ont besoin de cette eau pour fonctionner. Et là, c'est là alors que beaucoup de maladies peuvent vous prendre. Donc notre corps a besoin d'assez d'eau. Si vous mangez, par exemple, des aliments frits, les fritures. Parfois, vous pouvez avoir des problèmes. Les chips et beaucoup de choses. Mais l'essentiel, je précise toujours, l'essentiel, c'est de l'eau. De boire beaucoup d'eau. Mais l'excès de consommation quand même de ces choses est à éviter, selon vous? Oui, bien sûr. L'excès est dangereux. C'est pour ça que je dis toujours que si déjà c'est pas envie brusque comme ça là, que vous prenez, ça ne dérange à rien. Mais c'est l'excès qui dérange. Et pourtant, il y a des gens qui aiment bien grignoter, qui aiment bien manger les frites à longueur de journée, des trucs comme des pop-corn. Oui, c'est une erreur parce que l'organisme n'a pas beaucoup besoin de ça. Quand vous prenez certains aliments qui ne doivent pas être favorables au bon fonctionnement interne, bon, il est vrai, je dis toujours, Dieu a tout prévu. Il y a beaucoup d'aliments que nous prenons et comme l'intestin grêle envoie souvent tous ces déchets, ça s'accumule dans le gros intestin. Vous verrez que si vous mangez par exemple une grosse boule de couscous, vous ne pouvez pas déféquer plus de... Vous allez voir que la quantité que vous allez déféquer sera très petite par rapport à... Parce que par rapport à ce que vous avez consommé. Parce que tout reste à l'intérieur, dans le gros intestin, qui progressivement évacue au fur et à mesure. Le drame est que, par exemple, moi je déconseille la viande. Pour une raison, parce que la viande, pour digérer, est sortie du corps dure plus longtemps que tous les aliments. C'est plus long. Parce que non seulement l'intestin, l'ensemble de l'intestin grêle et le gros intestin, on peut se retrouver au moins à 10 mètres. Vous voyez, c'est dans les 9 mètres, mais j'arrondis à 10 mètres. À 10 mètres, vous voyez que tout est saturé là, se tourner contre lui-même, comme un ressort et qui s'accumule ainsi. Donc, si maintenant, vu la façon condensée de ces intestins, on consomme des choses qui doivent rendre le fonctionnement de l'intestin paresseux,
vous verrez qu'on sera simplement exposé à beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Donc, bon, alors, les aliments dont la digestion est longue peuvent à la longue provoquer oui, bien des sûr, maladies. oui, beaucoup de maladies. Alors, de ce point de vue, vous avez parlé de la viande que vous déconseillez en excès. Vous avez également évoqué le pain, surtout lorsqu'il est rassis et lorsqu'il n'est pas accompagné d'eau. On a aussi parlé des fritures. Est-ce qu'il y a d'autres aliments aussi à ajouter à cette liste? Il faut simplement éviter, comme j'ai l'habitude de dire, tous les aliments chimiques. Ça, c'est la partie la plus essentielle. Parce que je disais tantôt que au niveau de la paroi intestinale, il y a quand même le mucus qui se forme pour protéger le muscle intestinal. Bon, maintenant, si cela n'est pas protégé, si cela est protégé et que nous prenons des aliments qui doivent dégager cette protection de temps en temps, c'est là qu'on entrera dans des maladies. Parce que quand on a commencé déjà à perdre le muscle, le mucus qui protège l'intestin, on va parler des infections intestinales, de toutes sortes de maladies liées aux intestins parce qu'il y en a assez. Il y a des gens qui viennent parfois me disent « Papa, ça ne va pas, j'ai l'histoire des diverticuloses ». Je dis « Mais comment tu peux, qu'est-ce qui s'est passé pour que les masses ou bien les boules puissent se former dans tes intestins ?» C'est parce qu'il y a des abus alimentaires qui ne sont pas favorables et que quand nous prenons ça de temps en temps, nous ignorons que demain, ça va nous mettre dans des difficultés. Et que dire de ceux qui consomment, par exemple, beaucoup de piment? Le piment en lui-même n'est pas dangereux. Vous savez, c'est lorsqu'on est malade que le piment est un problème. Parce que le piment, c'est un cicatrisant. On utilise le piment pour soigner les plaies. On utilise le piment de manière naturelle pour soigner les plaies. On utilise le piment aussi même pour faire des massages. Il est vrai, ça accompagné de certaines plantes qui adoucissent un peu, mais le fond du chauffement ne quitte pas. Donc, le piment en lui-même n'est pas mauvais. C'est lorsqu'on a déjà des problèmes à l'intérieur de notre corps que le piment devient, parce que toute présence acide dans un endroit qui a perdu peut-être, qui est infecté ou bien qui a perdu son efficacité, l'épice doit causer des douleurs à cet endroit. Je ne parle pas seulement de piment, hein, ça va causer des douleurs à cet endroit. Même le citron cause des douleurs pour certaines personnes qui ont des problèmes à l'intérieur. Mais tant qu'il n'y a pas de problème, le piment n'a pas de difficulté. Mais il faut simplement éviter aussi de trop consommer le piment parce que ça fait mal au ventre. Mais effectivement, plusieurs personnes font souvent le lien, puisque après avoir consommé du piment en excès, il y a des douleurs qui s'en suivent. Et du coup, ils se disent que certainement le piment n'est pas bon. Non, le piment, le corps a besoin. Le corps a besoin. Il ne faut seulement pas exagérer. C'est tout ce qu'on peut demander. Alors, dans cette émission, on est revenu sur certains aliments qu'il faut éviter. Vous avez également donné des conseils sur des aliments qu'il faut à tout prix consommer pour favoriser la digestion. On va suivre avec nos téléspectateurs cet élément que nous a réservé la réalisation et on va revenir sur ce plateau pour évoquer effectivement avec vous les cas de quelques maladies intestinales. Quels sont les différents types de maladies intestinales? Les intestins, également appelés intestins, font partie du tube digestif. Ils s'étendent de l'estomac à l'anus et comprennent deux sections, l'intestin grêle et le gros intestin, ou côlon. Les troubles intestinaux sont une catégorie de problèmes qui peuvent mal se produire dans les intestins. Ce groupe comprend la torsion intestinale, l'endométriose, les polypes et le syndrome du côlon irritable, SCI. Les maladies intestinales constituent une catégorie distincte comprenant la maladie cœliaque, le cancer colorectal, la maladie de Crohn, les diverticuloses et les diverticulites, la gastro-entérite et la colite ulcéreuse. La maladie cœliaque, également appelée maladie du cœliaque ou non tropicale ou entéropathie sensible au gluten, est une maladie intestinale génétique qui crée un problème de manipulation du gluten par le corps, une protéine présente dans le blé, l'orge et le seigle. En cas d'ingestion de gluten, le système immunitaire réagit de manière à endommager l'intestin grêle. Les symptômes varient de 0 à la douleur abdominale et à la diarrhée, mais le traitement, maintenir un régime sans gluten, ne nécessite que de l'ingéniosité,
des soins et de la volonté. Le cancer colorectal, une maladie intestinale, occupe le 4e rang dans la liste des cancers les plus courants chez les hommes et les femmes. Elle est plus susceptible de se produire chez les personnes atteintes de polypes pouvant devenir cancéreux, d'un régime riche en graisse, d'histoire familiale ou personnelle de cancer colorectal, de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse. Le dépistage, impliquant souvent une coloscopie, est recommandé aux personnes qui atteignent 50 ans. Les symptômes n'apparaissent pas immédiatement, mais du sang dans l'aisselle, des modifications des habitudes intestinales et une gêne peuvent survenir. La maladie de Crohn, également appelée entérite régionale ou iléite régionale, peut se manifester par une maladie inflammatoire de l'intestin, mais ce n'est pas nécessairement une maladie intestinale, elle peut également provoquer une inflammation partout dans le système digestif. Cependant, on le trouve souvent dans l'iléon. On le trouve le plus souvent chez les jeunes adultes et peut causer des douleurs abdominales, de la diarrhée, une perte de poids et d'autres symptômes. Il entre parfois dans la rémission, au cours de laquelle la personne sera sans symptômes. La diverticulose et la diverticulite sont des maladies intestinales liées. Chez certaines personnes, des diverticules, ou petites poches, se développent dans le gros intestin, appelées diverticulose. La plupart du temps, les personnes qui en souffrent ne présentent pas de symptômes et ne sont souvent traitées qu'avec des analgésiques légers et une alimentation riche en fibres. La diverticulite survient lorsque les diverticules s'infectent. Il s'agit d'une affection beaucoup plus grave dans laquelle l'infection doit être traitée. La maladie intestinale gastro-entérite, parfois appelée grippe intestinale, est en fait un nom qui décrit plusieurs occurrences différentes, dans lesquelles certains agents, qu'il s'agisse de bactéries, de parasites ou d'un virus, provoquent une inflammation de l'intestin. La gastro-entérite virale est la 2e maladie la plus grave aux États-Unis. Le lavage des mains est le meilleur moyen de prévenir sa propagation. Merci à la réalisation pour cet élément. Alors, vous l'avez suivi avec nous, docteur Pierre Nemessi, beaucoup de cas de maladies liées aux intestins, donc à la digestion, ont été évoqués, ce qui nous amène effectivement à réaliser que la digestion est un élément important et que lorsque certaines mesures ne sont pas prises, l'on s'expose à des maladies. Alors, j'aimerais qu'on parle aussi des levures avec vous. On sait que beaucoup d'enfants en bas âge souffrent souvent de ce problème de levure et dans les hôpitaux, on parle de la consommation excessive d'aliments à base de farine, donc du pain, des beignets. Votre avis? Oui, vous savez que la consommation, je pense, je l'ai même dit tout tantôt, de la farine, répétée chaque matin, devient un très grand problème pour l'alimentation de nos enfants. Et c'est une alimentation qui fragilise les enfants et les expose aux levures, tout ça, parce qu'il y a des champignons, il y a les levures. Bon, vous constaterez que la consommation régulière du pain, qui crée tout ce genre de problèmes, ne devait pas être mêlée dans notre alimentation, parce que nous avons, chez moi par exemple, j'ai toujours recommandé de manger le reste de la nourriture le matin. Le pain, parfois aussi, ça arrive, mais ce n'est pas... Mais que ça ne devient pas une routine. Voilà, exactement. Parce qu'en faisant ça, vous constaterez que si l'enfant mange la nourriture déjà le matin et que l'organisme bénéficie du bien fondé de tout ce que vous lui avez donné, l'enfant gagnera beaucoup à se développer, même... oui, parce que c'est comme ça. Mais le pain est très dangereux pour les enfants. Vous savez, ce sont des maladies qu'on retrouve malheureusement beaucoup plus chez les enfants qui vivent dans les grandes villes, en ville, puisque dans les villages, il y a très peu de cas de ce genre de maladie. Alors, est-ce à dire effectivement que ce sont les habitudes alimentaires copiées de l'extérieur, si je peux le dire? Oui, tout ça, nous souffrons parce qu'on copie tout de l'extérieur. C'est juste ça la raison pour laquelle nous nous plaignons des différentes maladies dont nous souffrons, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui nous arrivent parce que nous n'avions pas considéré notre alimentation comme la meilleure. On a choisi la façon de manger des autres. Vous comprendrez que
tous ceux qui consomment juste le pain tous les jours ont copié ailleurs. Ils ont intégré ça dans leur propre alimentation et tous les jours, il faut passer à la boulangerie chercher du pain. Tous les jours. Et alors, quand vous avez déjà un enfant qui a pris cette habitude de consommer tous les jours du pain, quand vous lui donnez un peu d'argent, c'est toujours le pain qu'il va chercher. Oui. Vous allez vous étonner qu'à un certain âge, si c'est encore un enfant qui vit avec un naturopathe, il peut ne jamais sentir de problème parce qu'à chaque fois qu'il sent un petit malaise, il prend le remède, il boit et ça passe. Mais celui qui n'a pas cette chance d'avoir quelqu'un qui peut l'entretenir de cette façon, va se retrouver à l'hôpital. Mais s'il y a des erreurs de diagnostic, vous pouvez vous retrouver dans certaines situations afin que plus tard, vous regrettez parce que certaines situations peuvent arriver. Vous conseille que quand certaines maladies s'aggravent, on peut se retrouver dans des opérations chirurgicales. Par la question de l'opération chirurgicale, que dire d'une maladie comme l'appendicite qui touche beaucoup de personnes de jeune âge? Oui, il y a l'appendicite, on va en parler. Il y a aussi ce qu'on appelle le dolichocolon. Dolichocolon. Le dolichocolon, quand vous avez déjà, ça c'est déjà une situation qui est très... Quand l'enfant consomme trop du pain, à un certain moment, l'intestin devient sec sur une partie, la partie où tous ces aliments secs se sont accumulés. Bon, et quand ça s'accumule là-bas comme ça, les douleurs, à force, ça crée une inflammation. Et l'enfant est toujours en douleur. Si vous allez à l'hôpital, la seule chose qu'on va vous dire que l'intestin est trop long. Il faut rompre. Et pour le sectionner, il faut le réduire. Oui, bien sûr. Pour couper la zone dont j'indiquais tantôt. Qui est bouchée. Et puis, passer un tuyau et attendre que ça puisse se cicatriser. Vous voyez déjà que c'est un obstacle à cause de l'alimentation. Ça, c'est un très grand obstacle à cause de l'alimentation. Donc, quand vous constatez maintenant qu'au niveau de l'appendicite, parce que, bon, je finis avec l'appendicite d'abord. Bon, au niveau de l'appendicite, vous comprendrez que c'est comme une queue au niveau de l'intestin. Il se forme une queue. Alors, quand cet endroit-là est chargé aussi, voilà, ça crée l'inflammation dans cette zone. Et quand ça crée cette inflammation, vous avez des douleurs fortes au bas-ventre. Là, vous savez que si on parle de l'appendicite, on parle d'opération. Oui, forcément, oui. Il faut rompre cela. Et pourtant, ce sont des organes, en fait, des choses que Dieu a mis exprès parce que chaque partie-là joue un rôle important pour notre organisme. Mais il est vrai, la suppression de l'appendicite n'est pas aussi grave que, par exemple, la suppression d'une partie de l'intestin. Mais pourquoi n'avons-nous pas considéré notre alimentation comme la meilleure pour éviter tout ça? Parce que je peux vous dire une chose, toute personne qu'on opère de temps en temps, c'est quand même que même les effets de rayons ultraviolets agissent beaucoup sur l'organisme. Ça veut dire que oui, on vous a sauvé pour un moment, mais ce qui est sûr, votre santé ne sera jamais comme avant. Donc c'est un peu ça. Alors, que conseillez-vous effectivement à ceux-là qui ont eu à souffrir des maladies telles que l'appendicite, puisque tout comme les lévures sont des maladies qui sont liées à l'excès de consommation d'aliments à base de farine, on parle des pâtes alimentaires, du pain, et le point commun, effectivement, ce sont des aliments qui sont facilement accessibles. Oui, c'est facilement accessible parce qu'on est en ville et on ouvre des boutiques à tout bout de champ. Et parfois, on est occupé le soir. On cherche le raccourci parce que tout le monde est sorti, par exemple. Tout le monde peut travailler dans une maison. Le monsieur travaille, madame travaille, on confie les enfants à ceux qui viennent aussi chercher du travail chez nous. Ce qui fait que vous ne pouvez même pas être au courant de tout ce qui se passe chez vous. Parce que tout le monde est occupé. C'est un peu ça les conséquences de tout ce qui se passe en ville. Mais le raccourci là, il faut simplement, je pense toujours qu'il valait mieux que nous apprenions à beaucoup nous organiser. C'est difficile, mais il faut le faire. Pour pouvoir bien manger. Bah, oui, pour pouvoir bien manger et voir comment, si vous travaillez, notre maman, pour parler de ma maman,
Elle nous réveillait tous les jours à 3 h du matin pour aller au champ à 17 km en Konsamba. Donc on quittait de la maison à 3 h pour arriver au champ à 8 h du matin. Et on retournait le soir. On quittait encore de 13 h peut-être ou 14 h pour arriver entre 19 h et 20 h. Maman se reposait. Elle préparait, après peut-être vers minuit ou 22 h, je ne sais pas, ça dépend d'elle, parce que nous, on était très fatigués, il fallait seulement se coucher. Mais on était toujours étonné que le lendemain, pour retourner au champ, elle avait déjà préparé. Il y avait toujours à manger, Il y avait toujours bien préparé. Bien préparé. Donc, c'est juste pour dire que c'est à nous de voir comment nous pouvons nous organiser pour protéger la santé de nos enfants. Parce que la base de la longévité, c'est le commencement. Si vous commencez très mal à nourrir vos enfants, sachez que ce sont des potentiels malades qui passeront leur vie à travailler et donner de l'argent seulement dans des médicaments. C'est ça qu'il faut savoir. Alors, Dr Pianussi, est-ce qu'il y a des maladies fréquentes en tant que naturopathe, en tant que médecin? Est-ce qu'il y a des maladies fréquentes liées à l'intestin? Oui, bien sûr. Ce sont des maladies qui sont là tout le temps. Il y a des gens qui souffrent, par exemple, de la colopathie fonctionnelle. Donc, quand on a un problème de colopathie, ça veut dire qu'il y a des moments quand c'est un désordre intestinal qui n'a pas de nom. Vous pouvez vous retrouver dans une constipation chronique. Comme on peut peut-être, en soignant la constipation, vous retrouver dans une diarrhée chronique. Vous voyez? Et ce sont des choses qui sont pénibles. Vous n'avez pas un équilibre. Il faut que l'équilibre intestinal soit meilleur pour que vous vous libérez de cette colopathie. Et si vous êtes dans une main de quelqu'un qui ne maîtrise pas les plantes, qui peuvent favoriser la formation des mucus pour permettre à l'intestin de sortir de cette paresse. Parce que qu'est-ce qui bloque l'intestin au moment de la colopathie? C'est la constipation. Et maintenant, quand la constipation est là, quand on évacue la constipation, maintenant, la personne commence encore à souffrir d'une diarrhée. Et diarrhée qui va toujours se retrouver, il faut chercher à soigner. Mais l'essentiel de ça, c'est de trouver la cause et soigner à partir de la cause, comme j'aime bien dire. Parce que quand on parle de la cause, quand je parle de soigner à partir de la cause, je conseille déjà à tous ceux qui ont ce genre de problème que tous les aliments à fibres sont très importants. Je n'ai jamais cessé de conseiller, par exemple, aux gens de consommer, par exemple, les aubergines. Il faut consommer les aubergines, il faut consommer les betteraves, il faut consommer les carottes, il faut consommer les poivrons, il faut consommer comment dire, la banane. Je veux dire, je suis dans les fruits aussi. Je veux dire, tous ces éléments qui peuvent permettre au système intestinal de mieux s'approvisionner et régénérer les zones qui n'étaient pas capables de tenir afin que le corps, la digestion soit meilleure. Alors, vous avez parlé effectivement de l'indigestion. Et vous êtes revenu sur le cas de comment dire, la constipation. Voilà. La constipation qui est souvent négligée, souvent, par beaucoup de personnes. À quoi est-ce qu'elle est réellement due, la constipation? C'est le manque d'eau, de la consommation d'eau dans notre corps. C'est ça qui est l'une des plus principales raisons même. Pourquoi? Parce que quand il y a des gens qui viennent parfois, ils me disent « je fais les selles une fois par semaine ». D'autres font même les selles une fois tous les 10 jours. Et pourtant, ils mangent. Vous comprenez? Ils mangent au quotidien. Ils mangent au quotidien. Et c'est pour ça que je disais tantôt, le gros intestin, c'est lui qui cumule tout ça dans le système. Mais malheureusement, ça bloque le fonctionnement intestinal et crée ce qu'on appelle comme un grippage. Ça devient grippé, se coincer. Les aliments se retrouvent là-bas et secs. Bon, quand les aliments sont là-bas et tout secs, le transit ne peut pas être possible parce que c'est bloqué. Bon, et reconnaissons que quand c'est comme ça et que vous avez commencé à consommer tous les aliments dont je viens d'indiquer, petit à petit, ça s'infiltre. Ça s'infiltre. Petit à petit, ça s'infiltre et ça peut vous soulager de manière à ce que si vous êtes habitué
à prendre ce genre d'aliments, vous ferez les selles même parfois 2 fois par jour. Donc il faut simplement permettre aux intestins d'avoir des aliments qu'il faut pour pouvoir fonctionner. L'eau ne peut pas manquer, les fruits ne doivent pas manquer, et les légumes aussi. Les légumes. Il faut connaître ça. Mais en ce temps-là, ceux qui ont des grosses constipations, s'ils prennent la viande, ils aggravent leur situation. Et c'est dans la viande et du lait qui pourront développer les cancers. Voilà. La consommation du lait. Du lait et de la viande. Alors, Pierre Messi, est-ce qu'il y a d'autres maladies? Vous alliez évoquer un premier cas parmi les maladies fréquemment évoquées par vos patients et liées à la digestion ou encore aux intestins. Il est vrai, au niveau de l'intestin, il y a, comme j'aime bien dire, il y a tellement de maladies qu'il faut suivre point par point. Il y a beaucoup de maladies qui sont rattachées aux intestins. Quand je pense que j'ai parlé de dolichocolon tout à l'heure, oui, et j'expliquais que ça fait partie. Moi, j'ai toujours pensé que les maladies, par exemple, comme la colite, oui, les colites. Oui, les colites sont là. Il faut savoir que beaucoup de ces maladies peuvent s'évacuer juste grâce à la consommation des fruits. Parce que on n'a pas besoin toujours d'aller à la pharmacie acheter des médicaments. Non, pas forcément. Pas forcément. Donc, beaucoup de maladies intestinales peuvent se soigner très facilement. Mais c'est lorsque il y a des infections qu'il faut absolument trouver des remèdes pour pouvoir régénérer toutes les zones qui sont en train de se détruire. Parce que quand ça tend déjà vers les hémorragies, parce qu'il y a aussi, comme nous parlions par exemple de la maladie de Crohn, comme ça, ce sont des maladies que ces complications arrivent, s'étendent toujours vers les problèmes d'hémorragie. Il y a des gens qui... intestinal, depuis l'intérieur. Il y a des gens qui ont créé une des infections à l'intérieur jusqu'à ce que l'intestin a même rompu. Je veux dire qu'il a perdu une partie de son contenu. Et ce qui fait que... ça, surtout les maladies intestinales, pardon. Donc, c'était pour dire qu'il y a, par exemple, l'histoire de dolichocolon, il y a les appendicites, il y a l'histoire des gastro-entériques, il y a la colopathie fonctionnelle, il y a les cancers du côlon, ou même des cancers de... Par rapport à la excusez-moi, avant le cancer du côlon, la gastro-entérite. Oui. À quoi est-ce qu'elle est réellement due? Tout ça, c'est juste les problèmes de constipation. Parce que je disais tantôt que dans les parois, il y a quand même certains vaisseaux là-bas, sanguins, qui transportent les nutriments pour aider tout l'organisme. À imaginer maintenant que dans toutes ces zones, on a des parties où il y a des infections, que les sécheresses intestinales ont causé des infections là-bas. On peut se retrouver dans beaucoup d'autres problèmes. Donc, comme c'est un couloir qui porte plusieurs noms de maladies, tout ça, c'est juste parce que le mauvais fonctionnement intestinal est la principale cause. Parce que ce soit gastro-entérite, que ce soit colopathie, que ce soit dolichocolon, que ce soit n'importe quelle autre maladie liée à l'intestin, il faut savoir simplement que c'est un couloir. C'est parce que ça porte tellement de noms de maladies que vous verrez que certaines personnes, quand on parle même de la colite, dans cette colite, il y a d'autres qui ont tellement mal au ventre. Et avant d'avoir mal au ventre, ils vomissent. Et c'est accompagné de vomissements avec des douleurs atroces. Donc c'est un couloir que je peux dire, chaque partie, chaque muscle intestinal peut développer une maladie. Ça dépend exactement du couloir où le mal s'est pointé. Alors, docteur Pierre Noumessi, pendant que vous parliez, une autre question me vient à l'esprit. Vous avez parlé de l'évacuation des aliments. Vous avez souligné le fait que plusieurs maladies intestinales sont effectivement liées à ce blocus-là, ce manque d'évacuation normale des aliments par l'intestin. Alors, que dire de la purge, qui est souvent une pratique
très récurrente en Afrique. On sait qu'en Afrique, dès le bas âge, on conseille de purger les enfants. Oui. Et ceux qui donnent ce conseil, effectivement, présentent souvent pour argument que la purge contribue à vider l'intestin ou encore aider le système digestif pour permettre effectivement une bonne digestion. Oui, Quelle est l'avis que vous, en tant que naturopathe, déjà oui, vous la portez sur purge, pour moi, j'ai toujours même conseillé, Il faut le faire parce que déjà, avec le lait artificiel que nous donnons à nos enfants après la naissance, là, il y a beaucoup de cumul de ce lait qui peuvent stagner dans le gros intestin et provoquer beaucoup de maux à l'enfant. Donc, la purge, avec, par exemple, certaines plantes rouges à un côté, avec le cuit, les feuilles d'un cuit, on le fait aux enfants pour les aider à ne pas se retrouver dans ce genre de difficultés. Les problèmes de digestion. Les problèmes de digestion et même les problèmes du rectum fessier. Donc, tous ces plantes-là sont importantes. Ça va et ça fait le nettoyage et ça dégage tout ce que ça va dégager. Et puis, on ne le fait pas tout le temps. Quand on le fait, on peut attendre même 3 mois, 4 mois pour le faire. Sauf quand un enfant a une difficulté de douleur et que vous constatez que l'enfant ne se fait que se tortiller parce que ça ne va pas, vous le purger et tout ça, ça s'arrange. Et que dit effectivement des adultes? Est-ce que la purge est aussi conseillée pour les adultes? La purge est conseillée pour les adultes, mais c'est que l'adulte, c'est déjà quelqu'un qui réfléchit autrement. C'est quelqu'un qui se prend en main. C'est quelqu'un qui sait déjà que je peux trouver telle plante pour me débarrasser des cumuls dans mon ventre. Un adulte, c'est quelqu'un d'autre. Mais il y a quand même encore à nos jours certains adultes qui se purgent. Parce que quand je travaillais dans des chantiers à l'époque, il y avait des chantiers, j'arrivais, je trouvais les affaires de purge accrochées dans la douche. Les poids. Les poids, d'autres ont les poids, mais d'autres ont des trucs un peu plus sophistiqués qu'ils accrochent simplement comme ça avec la poids, le truc pour enfoncer dans l'anus là, à la sortie du tuyau. Donc ils mettent seulement dans le truc et puis ils se mettent ça dans l'anus et puis ça passe. Alors vous conseillez cela aussi aux adultes? Bref, vous ne voyez pas de problème avec cette pratique? Non, je ne vois pas de problème. Honnêtement, je ne vois aucun problème. Je pense que c'est beaucoup plus naturel et ça fait vraiment du bien. Ça libère très rapidement à l'organisme. Alors vous avez évoqué beaucoup de cas de maladies liées aux intestins et vous êtes revenu sur les cas de cancer. C'est-à-dire qu'on peut avoir parmi les maladies intestinales des cancers. Oui, déjà, comme je disais tantôt, je commence par la consommation de la viande et du lait, puisque c'est là où arrive le cancer. Quand nous avons l'habitude de constater que, supposons qu'un enfant pète en langage simple dans un milieu ou un adulte, l'odeur devient très nauséabonde, l'odeur est forte. Quand cette odeur est là comme ça nous fait... L'odeur corporelle? Non. Un enfant ou un adulte qui a pété en langage terre à terre, l'odeur de pète là, ça monte. Vous sentez, moi quand quelqu'un pète peut-être à côté de moi, s'il sent l'odeur, il sait que c'est un malade. On ne doit pas avoir des odeurs qui sortent de l'intestin. C'est un signe déjà. C'est un signe un très grand signe qu'il y a un problème lié. Qu'il y a un problème qui est en train de se former à l'intérieur de l'intestin. Donc, naturellement, les pètes de mauvaise odeur. Les pètes de mauvaise odeur sont un premier signe qui montre qu'à la longue, si la personne n'a pas trouvé une bonne hygiène de vie rapidement, elle va développer facilement une maladie. Et si la maladie n'est pas rapidement soignée aussi, c'est comme ça que les cancers vont arriver. Parce que les cancers, c'est quoi? C'est juste que quand le système n'est pas bien propre, les mauvaises cellules se sont installées. Et les mauvaises cellules viennent du lait, par exemple, du sucre, et ces viandes qui durent longtemps dans notre ventre avant de sortir. Donc tout ça, tous ces mélanges favorisent facilement les problèmes de cancer au niveau du côlon. Donc il faut comprendre qu'avec ces émissions que nous faisons, c'est juste pour encourager tout le monde à boire assez d'eau et éviter d'avoir des problèmes au niveau des intestins. La chose la plus importante aussi, c'est que toutes les personnes qui nous suivent
doivent tenir compte que quand on entre dans l'anatomie de chaque organe, vous comprendrez que chaque organe a un rôle important et les fonctions qui s'y trouvent doivent être concordantes. Si maintenant quelqu'un prend une mauvaise alimentation pour détruire les fonctions internes d'un organe, c'est là que la personne va se retrouver tôt ou tard dans des difficultés. Donc, je pense toujours qu'il est très, très nécessaire que nous veillons sur notre santé. Moi, l'émission, quand je fais ça, c'est juste pour aider ceux qui peuvent comprendre à protéger leur santé. Surtout quand on nous dit que le fer de lance, c'est les enfants. Il faut qu'on aide ces enfants à grandir et à vieillir parce qu'ils ont vraiment vécu dans de bonnes conditions et non mourir jeunes parce qu'ils sont malades à cause de la mauvaise alimentation. Alors, que dire maintenant, docteur Pierre Messi, est-ce qu'il y a des alcools, par exemple, ou des liqueurs fortes qui peuvent endommager l'intestin? Vous savez, ceux qui ont l'habitude de consommer beaucoup d'alcool, par exemple. Vous savez, l'intestin, alors, prend un gros coup à cause de la consommation d'alcool. Vous allez voir quelqu'un debout, mais avec un ventre tellement rallongé, comme peut-être une femme qui porte même 4 ou 5 enfants dans le ventre. Quand vous voyez une personne comme ça, c'est le cumul d'acidité, l'alcool. Donc tout ça, ça crée des graisses tout autour. L'intestin devient volumineux. Le corps prend un aspect, je peux dire, désagréable, parce que le ventre qui porte tout cela devient imposant. Donc, et pour parler aussi du whisky, à travers la destruction que l'intestin subit, le foie prend aussi un coup. Parce que tous ces organes, quand nous consommons, les organes sont aussi nourris à travers ce que nous prenons. Le foie prend aussi un coup. Et si ça devient catastrophique, si l'excès de ces poisons atteint un niveau élevé, on peut commencer à développer une cirrhose de foie. Donc, je veux dire, on va toujours vers le cancer. Donc, il faut comprendre que tout ce qu'on doit éviter, c'est de consommer de l'alcool et même des vins forts. Et parlant effectivement d'alcool, que pensez-vous de la consommation excessive de la bière? Puisque vous avez évoqué le cas du ventre qui prend du volume de manière excessive et très souvent, effectivement, on pointe souvent du doigt la consommation abondante de la bière. De la bière. C'est la bière qui est responsable de beaucoup de choses. Il est vrai, je parle comme ça pour ceux qui prennent du poids. Il y a d'autres qui prennent la bière et ils sont tout maigres, mais le ventre fait toujours un autre. Vous constatez que ça crée cette, je peux dire, cette dégradation corporelle. Et la bière n'est pas bonne. Bien sûr que pour certaines personnes, quand ils commencent le traitement, ils disent que je dois faire comment je ne dois pas boire la bière, comment, parce que c'est l'ignorance. La bière est très très mauvaise. Peut-être que si quelqu'un prenait par exemple cette bière, je peux dire, en une occasion rare, ça devait être bien. Mais vous avez souvent interdit la bière à vos patients qui viennent. Mais je leur dis toujours. Parce que vous parlez de ceux qui pleurent et qui évoquent le fait que cela sera très Oui, mais difficile. quand il y a bien des gens que... Quelqu'un m'a interrogé un jour et il m'a dit, comment peux-tu refuser à boire aux gens? Je lui ai dit, mais c'est pour ta santé. Il me dit, non, trouve-moi un remède que je peux à la fois boire et continuer à consommer le remède. J'ai dit non. Si tu veux consommer la bière, ça ne sert à rien de commencer un traitement chez moi. Tu laisses. Tu laisses. Ça ne sert à rien parce que demain, si je l'encourage en disant que parce qu'il existe des remèdes pour arrêter de boire, il existe des remèdes pour arrêter de fumer. Donc tous ces éléments sont là, mais c'est beaucoup plus pour permettre à la santé de revenir. Pas que je vous encourage à consommer de l'alcool sous prétexte que les remèdes sont là. Ces remèdes ne doivent pas être comme des calmants ou atténués. Exactement, oui. Alors, quand les patients viennent vers vous, docteur Pierre Messi, avec des problèmes intestinaux, alors la plupart de vos traitements sont concentrés sur quoi, effectivement? La nature a beaucoup.
L'alimentation a beaucoup. Parce que quand je dis souvent que je suis naturopathe, je ne suis pas le genre de traitant qui va en brousse chercher les écorces. J'ai fait des études sur la connaissance des plantes. Je sais que cette plante est favorable au cœur, celle-ci est favorable aux intestins, celle-ci peut corriger la flore intestinale par rapport à chaque maladie. Là. Je sais que celle-ci est un biotique, pas antibiotique, parce que antibiotique, ça veut dire ce qui n'est pas naturel. Je sais que cette plante est un biotique naturel. Je donne un exemple de biotique naturel, comme je peux parler du chou. C'est quelque chose qui détruit, qui combat les bactéries aussi. C'est d'ailleurs un aliment que vous conseillez. Voilà, de consommer. Donc, il y a des remèdes selon chaque cas. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Lorsque j'ai déjà un patient devant moi et qu'il m'explique son cas, s'il a des examens médicaux aussi, ça c'est toujours bien. À travers les explications et les examens, je choisis son protocole et puis tout va bien. Donc, je m'en sors facilement parce que j'ai passé, je peux dire, presque 6 ans à faire la connaissance des plantes. Alors, pour ce qui est des aliments, dont la digestion est compliquée, on a parlé de la viande, on a également parlé du pain qui devrait s'accompagner d'eau très constamment. Alors, est-ce qu'il y a aussi d'autres aliments à ajouter à cela? Et que dire par exemple des tubercules, de ceux qui mangent des tubercules constamment aussi, tels que le macabo? On sait par exemple que lorsqu'on consomme du macabo, il est très difficilement avalable. Il n'y a pas que le macabo, même la patate. On mange la patate, ce sont des aliments qui sont... Que dire des tubercules? Puisque vous avez parlé de consommer des aliments naturels, on sait que la patate est naturelle, le macabo ou encore le manioc, mais ce sont quand même des aliments qui sont assez... vous savez, je vais vous dire, oui, c'est rigide, c'est solide. Il faut savoir que l'eau, quand moi, par exemple, je consomme, que ce soit le manioc, que ce soit la patate, que ce soit le macabo, mon aliment est toujours accompagné de l'eau à boire. Je mange, je bois de l'eau. Donc, tout ce qui est comme bénéfice dans les tubercules, si nous ne pouvons pas profiter, nous ne comprendrons pas que ça a aussi un très grand rôle à jouer. Nous avons perdu l'efficacité des dents aujourd'hui. Nous, on mangeait la canne simplement avec les dents aujourd'hui. C'est très compliqué, les dents sont devenues tout fragiles. Oui, les gens évitent même beaucoup. Les gens, voilà, vous voyez. Ce fruit-là est beaucoup évité. Voilà, il y a tellement de choses à cause de certains aliments que nous ne mangeons pas, ça peut aussi créer des petits problèmes au niveau de la dentition. Il y a des gens qui ont des sensibilités, des gencives, une sensibilité dentaire même, des hémorragies par-ci par-là, mais il faut savoir que dans le macabo, on a certains éléments qui nous sont favorables à ça. Dans le taro, on a des aliments qui nous sont favorables à ça. Dans le plantain, on a des éléments qui sont favorables à ça. Et dans l'igname, on a aussi certains éléments favorables, toujours au niveau de la dentition et de l'évacuation des urines. Donc, je veux dire que l'igname est diurétique. Ça aide à nettoyer même le foie et les reins. Donc, ce sont des éléments que vous conseillez. Et je conseille parce que ça agit très favorablement au niveau du foie et nettoie les reins. Alors, selon vous, effectivement, les tubercules ne sont pas aussi dangereux que du pain rassis? Non, les tubercules ne sont pas dangereux, ça ne cause pas de levure ni rien. Malgré le fait qu'ils soient rigides? Non, il n'y a pas de problème. Notre ADN reconnaît tout ce qui est bien pour nous. Il n'y a franchement pas de problème à consommer les tubercules. Il est vrai, dans le planning de ceux qui souffrent du diabète, il y a bien des éléments comme la patate, patate manioc, par exemple, qu'on leur interdit. Mais moi, heureusement qu'en médecine naturelle, je dis toujours, c'est le sucre artificiel qui est très nuisible.
Parce que le sucre, on a besoin le cerveau a besoin du sucre pour fonctionner. Nos organes ont besoin du sucre pour avoir de l'énergie. Les articulations en ont besoin aussi. Donc c'est grâce à tout ça que je pense toujours que en mélangeant nos deux médecines pour pouvoir aider le monde, je pense que l'Afrique aura sa place. Alors, et dans les cas de cancer, finalement, lorsqu'un patient se retrouve avec une maladie cancéreuse liée à l'intestin, est-ce que pour des cas pareils, vous avez des voies d'issue? Je me débrouille. Pourquoi je dis débrouiller? Dans les cas chroniques, c'est très compliqué parce qu'il y a il y a le cancer de l'ovaire qui produit de l'eau dans le ventre. Il y a le cancer de l'intestin qui produit de l'eau dans le ventre. Il y a le cancer du foie qui provoque de l'eau dans le ventre. Quand c'est déjà à ces niveaux, ça devient très compliqué. On peut sauver quelques-uns, comme on peut ne pas les sauver. Mais tant qu'il n'y a pas encore l'eau, c'est ce que j'appelle, naturellement, on appelle ça acide. La présence de l'acide est un souci. Mais s'il n'y a pas l'acide, tout cas de cancer qui n'est pas encore arrivé à ce niveau se guérit. Alors, pour les cas effectivement de cancer, est-ce que vous arrivez de travailler en collaboration avec la médecine conventionnelle lorsque vous avez des cas de personnes qui ont des cancers liés à l'intestin? Vous savez, nous travaillons normalement avec un accord, je peux dire que l'État a même permis, avec certains médecins. Mais seulement il faut savoir que le patient qui vient vers nous ne vient pas parce qu'il est recommandé parfois par un médecin, comme il y a d'autres qui viennent qui sont recommandés vraiment par un médecin. Oui. Donc quand il vient vers nous, c'est parce qu'il a son souci et le médecin n'attend que le retour. Ça veut dire si le médecin qui lui a envoyé par exemple, il constate que les choses ont marché, je peux vous dire quelque chose qui me surprend aujourd'hui. Je travaille, je reste. Aujourd'hui, quand certains médecins m'appellent, ils ne cachent même plus leur identité. Je suis docteur tel, j'ai tel souci, est-ce qu'on peut faire comme ça? Je suis docteur tel, j'ai un patient qui a un souci, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lui? Ainsi de suite. Donc les choses sont en train de changer parce que l'État a permis déjà que, comme cette médecine devient une médecine officielle, que nous essayons de travailler ensemble. Mais s'il y a des patients qui viennent et que c'est parce qu'ils n'ont pas eu de résultats ailleurs et qui viennent de leur propre compte, on essaie toujours de les sauver. Alors, les maladies liées aux intestins, on en a parlé, docteur Pierre Noumessi, dans le cadre de ce programme. Alors, on a beaucoup parlé de l'alimentation qui, selon vous, est très, très essentielle en ce qui concerne la digestion, le choix des aliments également, vous avez évoqué cela. Est-ce qu'il y a des pratiques aussi qui peuvent favoriser la digestion? Oui, bien sûr. Et je vais vous dire une chose. Bon, vous savez, le stress est l'une des causes des problèmes de constipation. Il faut savoir ça. Quand on parle de colopathie, ça fait un problème de constipation et un manque de repos. Donc, ce qui fait que s'il faut donner quelques conseils par rapport à certains comportements qui pourront être favorables, je peux dire que la sédentarité n'est pas bonne. Il faut aussi que les gens essayent de faire des petits mouvements sportifs de temps en temps. Ce n'est pas de courir au point de tomber, mais de faire des efforts de temps en temps, de transpirer. Ça aussi, ça aide dans des cas ça peut aider dans les cas de constipation et même dans des cas de blocage urinaire. Parce qu'ils sont à l'hôpital parce qu'ils n'arrivent pas à uriner, on les passe les sondes. Soit il y a beaucoup de gens comme ça. Bien sûr que dans le sport quotidien, ils pouvaient évacuer le cumul d'acidité qui a favorisé la formation du calcul rénal, par exemple. Parce que le calcul est là, ce sont des aliments qui arrivent tout petits et qui prennent, forcément de temps en temps commencent à se solidifier. Et quand ça se solidifie, déjà la miction urinaire peut être bloquée. Il faut qu'on passe seulement par l'opération pour pouvoir vous libérer. Donc, il y a le sport qu'il faut aussi considérer. Et comme je disais toujours, les fruits, c'est vraiment beaucoup conseillé. Il faut faire le sport, il faut transpirer de temps en temps. Alors, pourquoi parler de constipation, de digestion sont évoqués en fruits particuliers? Vous êtes beaucoup présenté sur la banane. Et que dire de l'orange? L'orange que l'on présente souvent comme
l'un des meilleurs fruits pouvant aider la digestion. Oui, l'orange, c'est un fruit par excellence. C'est le même selon vous le fruit par excellence. Oui, c'est un fruit par excellence. Quand quelqu'un est très fatigué à l'hôpital, on le remonte avec des oranges. Il suffit qu'il suce l'orange, l'énergie revient progressivement. C'est même pour ça qu'il est toujours bien que quand quelqu'un est malade, que lui garder d'autres choses, il faut privilégier les oranges. Dans votre panier de... avant de penser même à papaye et tout. Dans votre panier de provisions. Voilà, l'orange, le geste de tendre l'orange à un malade, c'est un geste de sauver la vie. Parce que c'est très remontant. Et ce qui est pire aujourd'hui et regrettable, c'est seulement que les gens utilisent du formol pour jaunir les oranges. Mais si les oranges sont naturelles, vraiment, vous donnez la vie à la personne qui était en train de se dégrader. Non, docteur Pénumétion, on a fait carrément le tour de cette thématique, à savoir la digestion et les maladies liées aux intestins. Vous avez donné beaucoup de conseils aussi, comme à votre habitude, sur les choses à éviter, les comportements à éviter, sur les maladies récurrentes liées au système digestif. Alors, un mot pour la fin. Oui, tout ce que je peux demander, c'est que vous avez, comme moi, constaté que les États-Unis qui aidaient les pays africains ont décidé de ne plus le faire. Que l'Afrique comprenne cela et encourage les recherches sur place pour pouvoir sauver des vies. Parce que si demain ça tourne autrement, il faut bien que nous vivons. Il ne faut pas qu'on reste toujours à attendre des autres. Donc, ce qui fait que c'est le moment où les peuples africains doivent encourager des recherches et voir comment faire pour qu'on puisse avoir même des industries en pharmacopée dans des pays africains. Je rappelle que c'est déjà le cas au Nigeria quand même. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, quand certains pays ont déjà pris de l'avance sur d'autres, c'est toujours très bien. Mais comme je dis, bon, le Nigeria, c'est le Nigeria, et moi, je suis au Cameroun. Et je souhaiterais bien que mon pays, déjà avec tout ce que le président de la République a fait à travers la loi qu'il nous a donnée, qu'il continue d'encourager les recherches. Et surtout, je conseillerais aussi aux médecins conventionnels, surtout les responsables, de ne pas simplement dire aux tradipraticiens, par exemple, vous ne soignerez que tel nombre de maladies. Il faut faire des recherches. Si quelqu'un peut soigner même 1000 maladies et que ces remèdes sont efficaces, il faut l'encourager, il ne faut pas l'arrêter. Voilà, exactement, il faut l'encourager. Exact. Il faut l'encourager, c'est très important parce que si Dieu donne et vous prenez comme ça, alors les deux mains liées, vous êtes perdant. Mais s'il donne et que vous élargissez la main avant de porter comme un lourd fardeau, mais vous avez gagné, Moi, je pense que le rôle que moi-même je pense jouer, c'est de permettre à notre continent de bénéficier de toutes les connaissances que Dieu m'a gracieusement données. Et permettre ainsi à un grand nombre de personnes d'être sauvées. Exact. Merci, docteur Pierre Messi. C'était un plaisir de s'entretenir avec vous autour de cette thématique, une thématique très importante car elle concernait ce que nous consommons et aussi le processus après bien sûr, la consommation de ces aliments, à savoir qu'est-ce qui se passe dans l'organisme avant que ces aliments soient finalement évacués sous forme de sel. On espère, fidèles téléspectateurs, que vous avez été édifiés par tout ce qui s'est dit sur ce plateau et on vous espère encore plus nombreux lors de notre prochaine édition. Nous vous quittons au plaisir de vous retrouver très prochainement, sans oublier bien sûr de remercier toute l'équipe technique qui nous a accompagnés et qui a permis la bonne réalisation de ce programme. Au revoir. La paix.